accordé cet entretien à l'AMRAT à l'occasion du 75e Festival de Lyon. Alors, Olivier Py, vous êtes dramaturge, comédien, metteur en scène, vous avez fait des tournées sur tout le territoire, vous avez fondé votre propre compagnie, dirigé du théâtre, donc vous êtes donc, un peu comme Molière, un homme de théâtre total. Mais si vous avez monté des auteurs antiques comme Échille ou classiques comme Shakespeare et Claudel, vous n'avez jamais monté, à notre connaissance, de Molière, même si vous avez joué dans Le Malade de Jean-Luc Lagarce, auquel vous avez rendu hommage ainsi qu'à Molière et à son impromptu dans vos illusions comiques. Alors, Olivier Py, quel est aujourd'hui votre rapport à la filiation affective et artistique que vous entretenez avec Molière? Certainement plus à l'homme et à l'homme de théâtre qu'à l'écrivain, ce qui ne va pas de soi, puisqu'il est le père de notre langue, on a fait de lui le père de notre langue. Alors, j'ai jamais monté de pièce de Molière, c'est vrai, mais je vis dans une ville qui est une des villes de Molière. Avignon n'a pas assez revendiqué la présence de Molière, et c'est toujours une grande émotion quand je vais place Crillon de voir ce qu'on appelle le théâtre, probablement le seul bâtiment debout où on sait que Molière a joué, enfin, à part la salle des Cariatides, évidemment, au Louvre. Le Louvre est encore debout. Donc j'ai un lien affectif avec Molière très fort, au point que j'ai écrit un scénario pendant le confinement, que j'espère pouvoir tourner l'année prochaine, sur Molière, la mort de Molière, la fin de Molière, le Molière du Malade imaginaire, puisqu'il se trouve que la seule fois de ma vie où j'ai joué Molière, c'est avec Jean-Luc Lagarce qui m'avait demandé d'être le jeune premier du Malade imaginaire. Je n'ai jamais pensé que Molière était un très grand écrivain. Je pense qu'il y a deux pièces qui sont des chefs-d'œuvre, Tartuffe et le Misanthrope. Il y a aussi beaucoup de pièces de circonstances. Je crois que les gens qui font comme ça, sans réfléchir, de Molière, le plus grand écrivain français, ne connaissent pas Don Garcia de Navarre, la comtesse d'Escarbagnas ou Les Fâcheux. Il y a beaucoup de petites pièces de circonstances et le corpus littéraire n'est certainement pas celui de Corneille. Évidemment, par rapport à Shakespeare, il n'y a aucune comparaison possible. Mais, cela étant dit, je crois qu'il a inventé quelque chose qu'on pourrait appeler le théâtre, qui n'existait pas en ces termes-là avant lui. L'idée que toute la société pouvait se retrouver dans ce lieu pour se connaître elle-même, pour en quelque sorte inventer un nouveau rapport aux politiques, ça, Louis XIV lui a piqué. J'ai toujours pensé que d'ailleurs Versailles était une reproduction des décors de Psyché. Certainement, l'idée de la représentation du pouvoir, si forte en France, avec ses défauts aussi, cette sacralité du pouvoir en France, on la doit à Molière. On doit aussi autre chose à Molière, et personne ne le sait, c'est la création de l'opéra. Parce qu'on pense immédiatement à la langue, alors qu'en réalité, c'est lui qui, le premier, a fait des expériences avec Lully, qui l'a trahi, l'autre Jean-Baptiste, il avait un trop à la cour. C'est à lui qu'on doit l'idée de faire du théâtre qui chante, du théâtre lyrique, du théâtre dansé, pluridisciplinaire. La figure de Molière a changé, évidemment, à travers les siècles. Le Molière du XIXe siècle, un peu officiel, le Molière de la Troisième République, qu'on a tous subi à l'école, peut-être qu'on pourrait en avoir une idée tout à fait différente. D'ailleurs, c'était la force de Jean-Luc Lagarce quand il a lu Le Malade imaginaire. Ce Molière, garant du bon ton, du bon goût, de l'esprit moyen, etc. C'est un Molière bourgeois qu'on a au forceps rentré dans le corpus littéraire, qui en réalité ne parle que de folie, est une espèce d'imprécation délirante contre la violence du monde. Dans Molière, il y a déjà Balzac, dans Molière, il y a aussi Rimbaud, dans Molière, il y a certainement Proust. Dans Molière, il y a à l'état de ferment tout ce qui va donner la littérature française. Et pourtant, je continue à penser que ce n'est pas le plus grand écrivain français. Ok, merci. Donc alors, sur la question du théâtre populaire, donc vous avez joué à Avignon, vous avez joué à Busan également, vous avez dirigé un CDN, vous avez dirigé un théâtre national, vous dirigez le Festival d'Avignon, fondé quand même par Jean Vilar en 1947. Vous êtes un enfant du théâtre public, de la décentralisation, de l'éducation populaire, et donc, que représente pour vous cette année la présence à Avignon d'un nouveau théâtre populaire, et quelles sont les valeurs que vous attendez à cette...
oui, auquel vous vous attachez dans cette notion de théâtre populaire. Alors, pour être tout à fait exact, le nouveau théâtre populaire de la NTP est déjà venu au Festival d'Avignon en 2014 avec un spectacle pour les enfants, un Falstaff de Valère de Varignon. Donc ça veut dire que dès ma première édition, j'ai tenu à ce qu'il y ait une présence de cet arrière-petit-fils du Festival d'Avignon. J'ai été à la naissance pratiquement de ce festival, d'abord parce que je travaillais avec certains et tout jeunes acteurs, certains étaient mes élèves. J'ai été très impressionné par le fait qu'une très jeune troupe ne se contente pas de jouer des coudes pour rentrer dans des institutions déjà existantes, mais refasse le geste initial d'aller dans un lieu où il n'y avait pas de théâtre, rencontrer un non public et créer là quelque chose de local, d'unique, qui revient au fondement du théâtre populaire, qui revendique même le mot de théâtre populaire, qui est un mot qui a perdu de sa valeur dans les 30 dernières années, et qui même pour certains est devenu péjoratif, pas pour moi évidemment. Vous avez raison de dire que j'appartiens au théâtre populaire, comme à la décentralisation, comme au théâtre public, comme à l'idée de théâtre au cœur d'un service public de la culture, et même faire de lance d'un service public de la culture. Évidemment, j'appartiens, je suis né à cet endroit-là, je n'imagine pas de destin en dehors de ces quelques mots. C'est un combat, ça n'est jamais une évidence, c'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux plus jeunes, à mes petits cadets du nouveau théâtre populaire. Il ne faut pas s'imaginer qu'aucune institution n'est garante de cette idée. Elle est un combat opiniâtre, quelquefois contre tout le monde. Il y a évidemment une droite capitaliste, libérale, qui trouve qu'il faudrait se débarrasser de ce service public, du service public en général, mais il y a aussi une gauche, notamment chez les écologistes, qui trouvent que ce n'est pas exactement ça qu'on attend, et qui préféreraient qu'on fasse un théâtre non pas d'exigence artistique pour tous, mais tout simplement pour tous, ou avec tous. En tout cas, qui contredit le lien entre l'idée du populaire et l'idée de l'exigence artistique. Il y a une gauche socialiste qui pense, parce qu'elle ne connaît pas le Festival d'Avignon, que c'est un mensonge. Ça n'est pas vrai, ça n'a pas lieu, qui n'y croit pas. Il y a des ennemis qui n'y croient pas. Après, il y a le Front National, évidemment. Sur tout le spectre politique, on trouve des ennemis de cette idée. C'est une chose qui n'a jamais cessé de me sidérer, parce que cette idée, non seulement, elle est humble, elle est modeste, elle est probe, et puis elle est vérifiée chaque année à Avignon. Mais tous ceux qui ne viennent pas à Avignon, volontiers souscrivent au doute, à la suspicion, voire au rejet de l'idée du théâtre populaire. Ça me fascine, ça me fascinera encore parce que la lutte n'est pas finie. Moi, je m'étais interrogée sur le nom de votre compagnie. Au tout début, vous appeliez ça l'inconvénient des boutures. Et le nouveau théâtre populaire se revendique comme des héritiers. Est-ce que déjà vous réalisiez qu'il y avait un inconvénient dans l'inconvénient des boutures, justement, à se revendiquer d'un certain héritage? Je dis ça parce qu'il me semble que quand même à Avignon, le public n'est pas toujours populaire. Le public a un capital culturel, comme Bourdieu disait quand il a édité Les Héritiers, justement, avec cette ambiguïté du mot héritier. C'est quoi un héritier? Alors attention, quand Villard dit théâtre populaire, il le répond très clairement à ça, il ne dit pas théâtre prolétaire. Je sais bien. Ça veut dire que pour lui, l'idée du populaire, c'est toutes les couches sociales de la République. Alors évidemment, les plus pauvres, les plus éloignés, les plus exclus, celles qui n'ont pas quelquefois le capital des us, beaucoup plus d'ailleurs que le capital culturel, pour accéder, et beaucoup plus certainement que les questions financières, pour accéder à notre théâtre, sont les plus exclus, c'est celles qui doivent nous demander le plus de travail, le plus de soutien. Donc c'est cette idée-là du théâtre populaire, en tout cas à laquelle je souscris moi. Je ne m'offusque pas que quelqu'un du CAC 40 soit assis dans la cour du Palais des Papes, tant qu'il peut être assis à côté d'un étudiant en sac à dos ou d'une jeune femme qui vient de la banlieue de Montclar et qui n'est jamais rentrée dans un théâtre. Au contraire, toute la République soit réconciliée à cet endroit-là. Je pense que c'est vraiment le projet de Villard. Alors j'ai été une sorte de villarien orthodoxe, je l'espère, en tout cas je me suis efforcé de l'être. Certains ont trouvé ça même démodé, de revenir toujours à la parole de Villard. Moi je pense qu'au contraire c'est l'avenir.
La parole de Villars, c'est la parole qui va éclairer les années qui viennent. C'est toujours celle qui nous éclairera, c'est pas du tout une parole du passé. Et puis la parole de Villars aussi est une parole à remettre toujours sur les exigences du présent, comme lui l'aurait fait. Il n'aurait certainement pas répété éternellement le même festival de Nîmes. Il l'aurait inventé, mais avec une architecture de pensée qui, elle, est immuable. Voilà pour le théâtre populaire, il faut y croire. Moi j'y crois, j'y croirai toujours. Et puis j'ai fait l'expérience de ces 10 ans d'Avignon, où j'ai découvert que c'est au public qu'on doit la force du festival. Pas les professionnels, pas la presse, pas les politiques, non. C'est le public qui fait la force du festival. Si le public abandonne le festival meurt. Le public n'existe que par la force du public. Et je dirais même qu'une part de la transmission, et la transmission horizontale ou rhizonique, tient au public. C'est le public qui amène le nouveau public. C'est le public qui va vers d'autres publics qui n'ont pas l'habitude d'être des publics. Donc ce rapport, très difficile à quantifier en termes sociologiques de personne à personne, c'est lui en réalité qui tresse la fibre profonde d'Avignon et surtout la fibre de sa fidélité. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.